Mesdames, Messieurs, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Mesdames les vice-présidentes, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, permettez-moi en tant que... Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire en tant que locataire occupant occasionnel de la mairie du 6e arrondissement, de vous accueillir dans cette salle des fêtes pour un des premiers événements que nous connaissons depuis cette crise sanitaire inédite qui nous accable, qui nous assaille et qui me vaut le plaisir aujourd'hui de pouvoir parler quelques instants sans masque, et je ne vous regarde pas trop, Président, devant une assemblée de personnes masquées qui respectent effectivement les règles sanitaires qui nous sont imposées. Et effectivement, comme cet événement se déroule, cette manifestation, cette très belle remise de prix se déroule avant le 9 juin et encore plus avant le 30 juin, nous avons dû respecter les jauges qui vous ont été imposées. Donc vous voyez, je rends à César ce qu'on lui doit, c'est-à-dire je rends aux autorités sanitaires ce qui nous accable ou ce qui nous impose, ce qui nous est imposé ce soir. Mais en tout cas, ça nous permet quand même de nous revoir et de vous accueillir pour ce 45e remise de prix Pierre Laffut. Et permettez-moi, cher Antoine Infray, de vous remercier chaleureusement, vous et tout votre conseil d'administration, de votre action, qui est la vôtre depuis que Yolande Laffut nous a quittés, 10 ans maintenant. On sait avec quelle abnégation, avec quelle persévérance, avec quelle fougue elle avait dirigé cette association, permis à ce prix de se pérenniser, d'accueillir des lauréats tout à fait remarquables que nous avons tous en mémoire. 45 ans, ça montre la continuité, la persévérance. Et je le dis d'autant plus dans cette période un peu inédite que nous connaissons et au cours de ces dernières années, on a tendance un peu à considérer que ce qui se faisait avant n'avait plus d'importance et qu'il fallait bien sûr maintenant, je dirais, disrupter à tout instant. Alors, en tout cas, nous ne disruptons pas, nous essayons au contraire de conserver, et notamment en décernant chaque année ce prix, de la considération pour tous ceux et celles qui travaillent souvent sur des sujets ardus, sur des sujets qui demandent de l'endurance, de la patience, de la recherche, et je crois que c'est une très très bonne chose. Et puis bravo aussi parce que vous avez réussi et ça tous les membres du conseil d'administration le savent, à réussir à, je dirais, à mener jusqu'au bout aussi une des œuvres qui était celle de Yolande, qui était le foyer, qu'on a maintenu au maximum et puis qu'on a mené jusqu'au bout. Et je crois que c'est une très bonne chose. Et puis aussi la volonté, à travers le prix, le petit Laffut, d'associer les plus jeunes d'entre nous. Bienvenue aux jeunes collégiens qui seront honorés ce soir. Je crois que c'est une très bonne chose. Mais j'ai déjà trop parlé, j'ai dépassé mon temps, donc je cède bien volontiers la parole au président de la Fondation Pierre Laffut. Merci. Monsieur le ministre, monsieur le maire et monsieur l'administrateur, vous êtes administrateur de la Fondation depuis longtemps, vous avez bien connu Yolande Laffut. Mes chers amis, bonsoir. Donc en ce jour du 3 juin 2021, j'ai l'honneur et le plaisir également d'ouvrir la cérémonie de remise du prix Laffut, qui est en fait la remise des prix Laffut depuis déjà quelques années, puisque nous allons remettre le prix traditionnel, le 45e prix Laffut, et le prix du petit Laffut, nous en avons parlé à l'instant, nous y revenons pour la 3e année. Ouais. Nous allons y revenir dans un instant. Alors, bien évidemment,
Covid oblige, nous sommes à la fois un peu en présentiel et en distanciel, donc je salue tous nos amis qui sont derrière leurs écrans et je les remercie de nous soutenir par leur participation digitale et ceux qui sont là et qui peuvent être là aujourd'hui parce qu'ils participent de la remise de ce prix. Je les remercie aujourd'hui et je suis content de les accueillir. Nous allons donc successivement remettre le prix du Petit Laffut à la classe de 3e du collège Lucifore du XX arrondissement de Paris, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Donc ça s'appelle Lucifore. Lucifore, je ne sais pas si vous savez qui était Lucifore, c'était une dame, une écrivaine, la fondatrice de la Nouvelle Équipe française, donc une revue littéraire depuis 1943. Elle était membre du jury du prix Médicis également. Et puis elle a aussi une rue à Tunis. Il y a donc le collège, le vôtre, et une rue à Tunis. Alors pourquoi à Tunis? Parce qu'elle s'était réfugiée pendant la guerre. Elle était juive, donc elle a fui les tourments que subissaient un certain nombre de Français du fait de l'occupation. Et en souvenir de sa présence à Tunis, elle a une rue qui porte son nom. Elle était également l'épouse d'un homme célèbre, Edgar Faure. Alors je parle de lui, bien que ce soit de Lucifore, je devrais parler, tout simplement parce que Edgar Faure était, en 1985, le lauréat du 9e prix Laffut. Il est déjà passé ici, et je me souviens de la présentation magistrale, c'était un homme impressionnant, de son tome 2 de ses mémoires. C'était un homme extrêmement brillant et qui, puisqu'on parle de jeunesse, était le plus jeune avocat de France à son époque. Il a prêté serment comme avocat à 21 ans. C'est vous dire que le talent n'attend pas le nombre des années, et je pense que ça vous concerne, puisque vous avez fait un très beau travail et que vous serez honoré aujourd'hui. Alors le prix de la Fondation Laffut, l'autre, Madame Hélène Dumas, ce soir, 45e prix pour son ouvrage, votre ouvrage, Sans ciel ni terre, et le sous-titre « Paroles orphelines du génocide des Tutsis », que vous avez rapporté d'une façon originale sur les années 1994, une année très très sombre, jusqu'à 2006. Votre livre est publié aux éditions de la Découverte. Alors d'autres que moi tout à l'heure, Grégoire Kaufmann se chargera, selon les usages, de présenter votre travail et, comme on l'avait institué, vous y répondrez ensuite. Grégoire était le 44e lauréat, donc celui de l'année dernière, et nous a, fait énormément plaisir par un livre qui était un livre original, également, d'une histoire récente, présentée avec talent et dans un contexte que je vous invite également à lire. Alors, votre livre, il est original, je le disais à l'instant, parce que déjà, pour pouvoir écrire ce livre, il a fallu apprendre le Kinyarwanda. Je pense que dans la salle, à mon avis, vous êtes la seule à parler cette langue. Pourquoi vous l'avez appris? Tout simplement pour pouvoir rentrer dans les écrits, comprendre, restituer les paroles, celles dont on parlait tout à l'heure, d'un certain nombre d'enfants, en fait les enfants qui ont survécu, les scripteurs, comme vous les appelez, qui ont écrit tout simplement sur des cahiers d'écoliers, le drame en 3 actes, avant, pendant, après. Et je disais bien, c'était des cahiers d'écoliers remplis par des écoliers, puisqu'ils avaient pour la plupart 8 à 12 ans. Ils étaient extrêmement jeunes et ils ont survécu à cette période très sombre. En lisant votre livre, je me suis posé une question, puisque je me suis dit, au fond, est-ce que le sous-titre est en adéquation avec ce que vous avez fait de ces paroles? En fait, sont-elles orphelines? Je pense que grâce à vous, elles ne le sont plus. Parce que vous avez sauvé en fait ces paroles, vous leur avez donné une ascendance, un nom parfois, même si c'est un pseudonyme, mais au fait, vous leur avez donné une légitimité. Et donc aujourd'hui, grâce à vous, elles ne seront plus orphelines et nous pouvons aujourd'hui accéder à ces paroles. Alors c'est un livre, je laisserai bien sûr Grégoire développer tout à l'heure son travail d'historien, votre travail d'historien, mais c'est un livre d'abord courageux. Courageux parce que vous avez parlé d'un génocide, qui est donc un sujet qui est monstrueux et qui dérange l'âme humaine, même si finalement on se dit c'est toujours le dernier, et malgré tout, il n'y a pas 30 ans,
il y a eu ce massacre de près d'1 million d'hommes en quelques mois. C'est un livre ambitieux puisque vous êtes parti sur le continent africain. Vous avez écrit une page d'histoire de l'Afrique. Vous avez aussi écrit une page d'histoire récente, très récente, et pourtant vous êtes dans l'histoire. Vous avez pris des risques. Vous avez pris des risques parce que vous auriez pu tomber dans l'écueil politique, dont on a l'écho aujourd'hui, mais qui répond à d'autres codes que ceux de l'histoire. Vous avez peut-être fait aussi un travail de journaliste, une forme de journaliste dans votre approche, à partir de la matière écrite, les paroles de ces jeunes enfants. Et au fond, ce journalisme nous plaît, puisque Laffu, Pierre Laffu, était aussi un journaliste, était un écrivain qui avait écrit beaucoup comme journaliste et comme historien. Donc vous êtes aujourd'hui bienvenue comme lauréate du 45e prix Laffu et je vous adresse toutes mes félicitations pour commencer cette cérémonie. J'ai la chance de me débarrasser de cette chose quelques instants. Alors, je vais présenter successivement les travaux du jury et les deux lauréats du petit et du grand Laffu, en commençant par la jeunesse et à l'attribution du 3e prix du petit Laffu, après la première édition qui avait pour sujet les places, le 2e prix qui avait pour sujet les frontières, le 3e petit Laffu avait pour sujet repères et symboles dans la ville. On demandait aux élèves de travailler sur les traces de la ville et les éléments constitutifs de celle-ci, les repères, comme les plaques de rue, les ruines, et les symboles, les arcs de triomphe, les mairies dans la ville, qui sont des marques centrales de l'histoire. Ces repères permettent à différents acteurs d'y jouer des scènes, des rôles, qui trouvent leur place dans l'histoire locale, nationale, européenne ou mondiale. On demandait aux élèves d'envisager ce sujet aussi à toutes les échelles possibles de la ville, comme entité, le quartier, la rue, l'environnement proche de l'établissement scolaire des élèves, groupe d'élèves, classes qui participent à ce concours. Enfin, et ce qui fait la spécificité du Petit Laffu, c'est qu'on leur demande de ne pas adopter la forme canonique du concours et de la dissertation, mais d'adopter au contraire une forme originale qui permette peut-être à ces jeunes adolescents de mieux s'approprier l'histoire d'une manière plus personnelle et aussi de traiter ces sujets, si possible d'une manière transversale, interdisciplinaire, avec les enseignants d'autres matières de leurs établissements, ce qui fut le cas ici. Donc ce travail des élèves de Lucifor nous a interpellés sur différents plans. Déjà parce que c'est un travail de longue haleine qui part d'une plaque qui, comme hélas sur beaucoup d'établissements parisiens, a été imposée depuis plusieurs années et qui fait le recensement des jeunes enfants de confession juive qui ont été arrêtés et qui ont été déportés pendant la guerre. De cet élément de départ, les enseignants du collège Lucifor ont décidé de faire un travail sur plusieurs années, puisque chaque année, ils vont traiter la biographie d'une de ces jeunes filles qui ont fréquenté leur collège. Ce qui nous a plu aussi, c'est la parfaite interdisciplinarité avec le parcours historique mené par leur professeur d'histoire, mais aussi les arts plastiques et le recours à l'image. Enfin, une interprétation que j'ai trouvée magistrale et que vous pourrez voir sur le film qui est présenté là-bas, une réinterprétation du travail de Patrick Modiano et en particulier de Dora Bruder, dont certains chapitres se passent dans le 12e, c'est-à-dire de l'autre côté du cours de Vincennes où se trouve ce collège. Cette recherche nous a permis de découvrir les traces laissées par Chana, jeune fille de 15 ans, morte à Auschwitz en 1943. C'est un résultat que nous avons trouvé magnifique et qui implique les élèves, qui aboutit, on ne peut pas le dire ici, mais dans leur travail de découverte, à une surprise étonnante. Donc, je félicite les élèves de Lucifor, je félicite aussi leurs enseignants et les équipes qui ont ainsi permis ce magnifique travail. J'espère que cet élan vous donnera au lycée
envie de continuer l'histoire et peut-être de vous y intéresser d'une manière plus approfondie dans l'avenir. Donc je vais vous inviter à venir ici. Nous allons vous féliciter et je vais vous remettre le prix. Et je passerai la parole à M. Farella. Alors, messieurs les élèves, voici pour vous. Vous allez chacun recevoir un diplôme. On va remettre à chacun des élèves un exemplaire de l'ouvrage de Grégoire Kaufmann, Hôtel de Bretagne, primé l'année dernière. Et les enseignants verront remettre un exemplaire de l'ouvrage d'Hélène Dumas. Et puis, en plus de ces petites dotations, la Fondation Laffu a l'honneur de remettre un chèque au collège afin de poursuivre ces travaux d'historiens qui sont à leur libre disposition. Bonsoir à tous. Donc Renaud Farella, professeur d'histoire-géographie. Monsieur Ivanov, mon collègue, vous a déjà présenté certains aspects de notre projet. Je tenais à en vous dire deux, trois mots aussi. Donc ce projet est né d'une idée de mon collègue d'art plastique, Romuald Mamar. Son idée, ça a été de retracer l'histoire de ces 5 jeunes filles déportées à Auschwitz, dont le nom, le prénom et l'âge apparaît sur la plaque à l'intérieur de notre collège. J'ai souhaité m'associer en fait à son projet tout de suite et de novembre 2020 à avril de cette année, on a pu retracer l'histoire de Shanna Finkelstein, donc qui à 15 ans a été arrêtée, déportée avec sa jeune sœur de 2 ans et ses 2 parents. Pourquoi en fait j'ai tout de suite trouvé ça très intéressant de mener ce travail en partenariat avec les arts plastiques, c'est ce que disait aussi Monsieur le Président sur le travail d'Hélène Dumas, de partir faire une enquête, c'est-à-dire que tout au long de cette année, on a retracé l'histoire de cette jeune fille en s'intéressant d'abord à ses parents qui sont arrivés de Varsovie à Paris, le contexte de ces années, le contexte des années 30 et de la montée de l'antisémitisme. On a bien sûr travaillé aussi la question de la collaboration, des lois discriminatoires de Vichy et évidemment la question de la déportation. On a aussi voulu s'intéresser à la question des survivants et là c'est une initiative des élèves. Donc Félix, Camille, qui sont les élèves délégués, ils représentent leur classe et ça a été un vrai travail collaboratif. C'est eux qui ont eu l'idée, en s'appuyant sur l'affiche qui est visible sur le mémorial de Yad Vashem, de contacter la personne qui avait rempli cette fiche, qui n'est autre que le frère de Shanna qui a survécu. Donc Camille a eu l'idée de lui écrire à l'adresse en fait disponible sur le site de Yad Vashem, une adresse qui datait de 2005, donc on ne savait pas du tout si on allait obtenir une réponse. On a obtenu cette réponse. Marcel Finet donc, vit dans le 18e arrondissement. Il nous a livré de très précieux documents et encore aujourd'hui, il nous a envoyé un message que je lirai très bientôt aux élèves pour les féliciter de ce prix, pour leur dire à quel point il est ému. Il n'a pas pu rencontrer les élèves évidemment, mais à quel point il a apprécié que l'histoire de sa sœur revive aujourd'hui. Donc c'est un travail collectif, c'est le principe du petit Laffu. Donc vous parlez de Modiano, c'est mon collègue de mathématiques en fait qui est un féru de littérature, qui a voulu en fait aborder des extraits de Laura Brûlère avec les élèves. Il y a aussi ma collègue professeure documentaliste qui a travaillé sur le documentaire 209 rue Saint-Maur. Voilà, de nombreux collègues, ma collègue d'allemand qui a initié les élèves au yiddish. Donc chacun a contribué à la réussite de ce projet. Je pense aussi aux différents intervenants, comme Pascal Mons qui nous a fait l'honneur de venir ce soir, qui est un ingénieur du son. Il y a une réalisatrice aussi qui nous a suivis, Damien Roudot, donc, qui est dessinateur, et
Stéphane Meunier, ici présent aussi, qui est l'assistant de ma collègue de français et qui est aussi guide conférencier. Donc on a profité en fait de ces connaissances pour pouvoir effectivement suivre dans le quartier des traces de cette histoire très douloureuse et de cette histoire commune. Donc je suis très content d'être ici et d'avoir réussi avec les élèves, avec les intervenants, avec mes collègues, d'avoir abouti à cette première année de projet. Et je tiens donc à remercier les élèves qui ont été en plus un rayon de soleil sur cette année particulièrement ombragée. Les collègues, Madame Petit, donc la principale du collège qui n'a pas pu venir ce soir, mais qui a été dès le départ à notre écoute et qui nous a soutenus dans ce projet. Bien sûr, les partenaires qui sont pour les deux principaux, la Fondation de la mémoire pour de la Shoah et la mairie du 20e arrondissement. Merci à vous, Monsieur Nicolas Ivanov, merci à vous, Monsieur le Président du Petit Laffut et du Grand Laffut, de nous avoir permis de nous associer aussi à Hélène Dumas, dont on apprécie particulièrement le travail et qu'on aimerait beaucoup aussi pouvoir faire intervenir, pouvoir l'inviter en fait dans notre collège pour la suite de notre projet. Donc merci encore à vous. Donc, bonsoir, moi je suis Monsieur Oumamar, le professeur d'art plastique. Je me joins à mes collègues pour vous remercier chaleureusement pour le soutien et le regard que vous avez porté sur ce projet. Les arts plastiques, c'est quand même quelque chose d'un petit peu particulier, d'étonnant. Comment les arts plastiques peuvent parler de cette histoire tragique de Chana? Peut-être tout simplement en étant complémentaire de la littérature, de la recherche documentaire, en proposant un regard singulier sur une promenade commentée, comme vous avez les travaux originaux en fond de salle, travailler le deuil, la disparition, l'absence, la présence, avec des ateliers de peinture avec notre collègue Patrick Lorrain qui est art thérapeute. Voilà, tout ce cheminement a été aussi permis par le dessin et la peinture, et nous vous remercions très chaleureusement d'avoir été sensible à cette démarche. Merci beaucoup. Donc, après le Petit Laffut, je passe à la présentation des travaux du jury pour le 45e prix Laffut. Nous avons, hélas, dû faire avec le contexte difficile de la pandémie, et nous nous sommes réunis 2 fois en distanciel, et nous avons réussi la semaine dernière pour la délibération finale à nous voir au moins en partie au siège de la Fondation Laffut. Donc ceux qui ont eu l'honneur de fréquenter ce lieu savent combien il est haut en couleur dans tous les sens du terme. C'est la première année que nous retrouvons une remise du prix Laffut à l'été. Jusque précédemment, depuis une dizaine d'années, depuis 10 ans, ce prix était remis à l'automne, ce qui était une conséquence, hélas, du décès de Yolande Laffut. Donc nous retrouvons enfin le rythme qui est classique de ce prix pour sa 45e édition. Donc le jury de la Fondation s'est largement étoffé, et il est aujourd'hui composé de 10 membres, et il a la chance d'être paritaire, composé autant d'hommes que de femmes, ce qui permet d'avoir des regards croisés, différents et extrêmement constructifs, et des débats qui sont extrêmement, tout en restant chaleureux, extrêmement sérieux. Donc, dans ce jury, je citerai les membres du jury. Donc, nous avons Mesdames Dominique Missika, Lamiel Stenberg, Catherine Robert, Manon Pignot et Claire Winter. Et pour les hommes, Monsieur Yann Potin, Alexandre Maral, Thierry Sarment, Grégoire Kaufmann, qui est l'avant-dernier lauréat, et Sylvain Vénère. Donc nous avons délibéré comme d'habitude à partir d'une liste assez lourde. Cette année, nous avons présélectionné 16 ouvrages, 12. Et nous avons délibéré une deuxième fois, et nous sommes mis d'accord sur 6 ouvrages, dont voici la liste. Nous avions choisi
L'invention du colonialisme vert, pour en finir avec le mythe de l'Éden africain de Guillaume Beauce aux éditions Flammarion. Ensuite, Le Régent, Philippe d'Orléans, l'héritier du roi Soleil d'Alexandre Dupillet aux éditions Talandier. Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire du féminisme de 1789 à nos jours, de Bibia Pavard, Florence Rochefort, Michel Zancarini-Fournel aux éditions de la Découverte. Athènes 403, une histoire chorale de Vincent Azoulay et Paulin Ismar aux éditions Flammarion. Paul Morand, de Pauline Dreyfus aux éditions Biographie NRF Gallimard. Et enfin, Essentiel Niter, Parole orpheline du génocide des Tutsis, d'Hélène Dumas aux éditions de la Découverte. Les débats ont été animés et nous avons mis un certain temps à nous mettre d'accord, puisque 2 ouvrages sont arrivés en finale, et bien que l'un d'eux se soit détaché assez vite, nous avons eu de fortes discussions pour savoir quelle orientation donner au prix. Et donc, c'est le livre d'Hélène Dumas qui a remporté le prix, alors que son second, Le Régent, a obtenu le prix du Château de Versailles quelques jours après, comme quoi notre jury se débrouille quand même pas mal. Alors, nous avons quelques raisons d'avoir choisi cet ouvrage, mais je vais essayer de ne pas trop le dire parce que c'est quand même le travail de Grégoire Kaufmann. En fait, c'est un travail qui, sur un événement extrêmement récent de notre histoire, un des 3 génocides reconnus par l'ONU, avec le génocide arménien et la Shoah. C'est une réflexion sur le vécu et le ressenti d'enfants dans un contexte de guerre et de génocide, avec une approche assez particulière. Ce qui nous a plu aussi, c'est la force du témoignage qui donne une profondeur accrue à cette analyse. Hélas aussi, cet ouvrage nous a fait des rappels d'un passé pas si lointain mais douloureux, avec des points communs au moins dans la stigmatisation, dans l'exclusion de ces enfants, tels qu'on a pu la connaître dans l'Allemagne nazie, avec des images qui sont absolument frappantes. Enfin, bien évidemment, c'est l'actualité du sujet qui n'a pas pu nous échapper. Et nous avons délibéré, je crois, je me demande si ce n'est pas le jour où le président de la République était à Kigali pour aborder cette question. Donc, c'est avec joie et admiration que le prix est donc attribué cette année à Hélène Dumas, qui viendra nous parler dans quelques instants. Mais j'invite d'abord Grégoire Kaufmann à venir faire son panégyrique. Je devais initialement présenter l'ouvrage d'Hélène Dumas avec Manon Pignot, qui malheureusement n'a pas pu venir ce soir, dans la mesure où en fait la dernière fois elle aurait dû présenter mon ouvrage car elle était la lauréate du 43e prix de la Fondation Pierre Laffut. Elle venait juste à ce moment-là d'être l'heureuse maman d'un petit bébé, donc elle n'a pas pu venir. Et donc elle était absente ce soir également parce que son fils a la fièvre. Mais en tout cas, en parlant à l'instant avec Hélène Dumas, elle me signalait que en fait, à 2 ans d'écart, eh bien, il y a eu 2 prix de la Fondation Pierre Laffut qui ont été remis à 2 anciennes thésardes de Stéphane Audouin-Rousseau. Et on ne salue jamais assez le travail de ces grands éveilleurs que sont les directeurs de recherche et de ce grand historien qui est Stéphane Audouin-Rousseau. Donc je pense qu'à travers l'hommage qui sera rendu à Hélène Dumas, c'est aussi l'occasion, et aussi par rapport aux travaux de Manon, de saluer les travaux de Stéphane Audouin-Rousseau. Et je le fais donc et j'en suis très heureux. Alors, après la lecture d'un livre, il est souvent de mise d'affirmer un peu à la légère, un peu paresseusement, un peu par réflexe, eh bien qu'on n'en ressort pas indemne. On n'en ressort pas indemne. C'est une sorte d'expression qui est devenue une sorte de poncif, une expression qu'on appelle en renfort quand on a épuisé tous les superlatifs pour décrire eh bien, la force d'émotion, la secousse que peut susciter en nous la lecture d'un livre. Pourtant, avec le livre d'Hélène Dumas, Essentiel Niter, et comme cela arrive en fait assez rarement
dans une vie de lecteur. En tout cas, à mon sens, eh bien, cette expression est vraiment à prendre dans son sens brut, littéral, parce que cette expression vraiment décrit très exactement le sentiment, la condition du lecteur une fois qu'il a refermé ces 300 pages de ce livre. Un lecteur qui ressort donc endommagé, accidenté par cette plongée au cœur de l'extermination, par ces mots d'enfant sauvés de l'oubli et qui disent l'indescriptible. Et là, c'est intéressant parce que face à ces mots qui disent l'horreur absolue, il y a toute une gamme d'attitudes possibles. Il y a la déploration, il y a l'apitoiement, voire aussi parfois une sorte de fascination un peu révulsée qui accompagne parfois la mise en récit de ces scènes de violence extrême. Et Hélène Dumas, elle, pour sa part, elle ne cède à aucun de ces écueils, tout simplement parce qu'elle s'efforce de prendre ses récits au pied de la lettre, dans leur fragilité, avec humilité et retenue. Elle y parvient en évitant toujours toute posture moralisante. Vraiment, on a le sentiment qu'elle tend l'oreille sans cesse au plus près de ses voix d'enfant, et en cherchant toujours à lire ses textes à la source, pour reprendre l'expression de l'historien Philippe Artière, qui a consacré un très beau texte à l'ouvrage d'Hélène Dumas. Voilà, et donc alors, il y a aussi quelque chose, c'est que ces récits et la manière dont ils sont parvenus jusqu'à nous, en fait, ont une histoire assez incroyable. Il faut rappeler qu'Hélène Dumas les a découverts presque par hasard en participant au classement des archives de la Commission nationale de lutte contre le génocide, qui est établie au Rwanda et qui est une institution chargée de la mémoire des massacres. Et dans le fatras de cette documentation un peu disséminée comme ça un peu partout, comme ça un peu à la diable dans ces locaux, il y avait ces cahiers d'écoliers, 2000 feuillets au total, 500 témoignages qui avaient été recueillis en 2006 par des ONG, témoignages d'orphelins donc, qui étaient enfants au moment du génocide. Alors c'est un gisement d'archives qui est vraiment d'une richesse incroyable et qui permet de documenter réellement pour la première fois l'extermination vécue et racontée à hauteur d'enfants. Alors 12 ans après la tragédie, on aurait pu s'attendre à ce que ces orphelins, par effet de résilience et recours à un vocabulaire euphémisé, ce qui aurait pu être une manière pour eux peut-être de conjurer le traumatisme subi, de tenir à distance les scènes de massacre emmagasinées quelque part dans leur mémoire. Et on s'aperçoit qu'en fait c'est tout le contraire qui se produit, puisqu'il apparaît que ces textes remplissent d'abord et surtout une fonction cathartique. Par cette prise d'écriture, ces orphelins rescapés revivent le génocide dans le présent de leur enfance, comme vous l'expliquez Hélène Dumas. Il y a un passage particulièrement poignant en fait, dans votre livre, c'est ce passage qui est consacré à la peur, en fait, à cette peur que les enfants lisent dans les yeux des parents, à cette peur qu'ils décèlent dans leurs gestes, dans leurs mots, au moment même où la machine d'extermination commence tout juste à se mettre en route. On est au moment où se diffuse l'annonce de la mort du président Habyarimana en avril 1994, et on voit vraiment, et c'est vraiment extrêmement bien décrit dans le livre, de manière très forte, très émouvante, c'est vraiment l'instant où tout bascule. Tout d'un coup, les enfants, eh bien, ils perçoivent dans l'air une fébrilité inhabituelle, avec les conciliabules anxieux, comme ça, apeurés des parents que vous décrivez très bien. C'est ce moment où les enfants saisissent aussi au vol des mots terrifiants, notamment cette phrase que vous citez qui revient souvent, qui est cette phrase « le sort des Tutsis est scellé ». Le sort des Tutsis est scellé. Bref, ce moment d'avant la catastrophe, où s'y esquissent déjà les premières stratégies de survie, mais où les adultes semblent aussi tout d'un coup impuissants, eux que leurs enfants avaient cru invincibles. Ces enfants qui, comme vous l'écrivez Hélène Dumas, je cite, dépendent absolument de l'interprétation de la menace par les adultes. Alors la remise du 45e prix d'histoire de la Fondation Pierre Laffut résonne évidemment puissamment avec l'actualité mémorielle du génocide des Tutsis considérée depuis Paris. Il y a eu en mars dernier la remise du rapport Duclerc. Emmanuel Macron revient d'une visite officielle au Rwanda, visite marquée par un discours très attendu prononcé depuis le mémorial du génocide de Kigali. Bon, quoi qu'on pense de cette politique de mémoire, c'est l'occasion de rappeler la part capitale prise ces dernières années par Hélène Dumas dans le renouvellement des approches et des outils sur l'histoire du génocide des Tutsis, histoire exigeante, libre, critique, histoire sans œillères ni parti pris idéologique, une recherche au long cours qui est aussi une histoire de la mémoire et de l'usage public de cette mémoire.
Pas de réflexion mémoriale constructive sans le travail critique des historiens, et c'est à ce titre que les recherches pionnières d'Hélène Dumas méritent aussi d'être saluées et que la Fondation Pierre Laffut s'honore de lui attribuer son 45e prix d'histoire. L'année prochaine, c'est elle qui sera à ma place, c'est à elle que sera confié l'exercice, puisque pour la remise du 46e prix de la Fondation, puisqu'elle fait désormais partie en sa qualité de lauréate du jury de la Fondation Pierre Laffut, excusez-moi, je vous remercie de votre attention. Merci Grégoire Kaufmann pour ces mots qui vont me permettre peut-être de lancer ce discours qui sera sans doute difficile à prononcer ce soir. Donc, je tiens évidemment d'abord à remercier la Fondation Laffut, son président, ses administrateurs ainsi que les membres du jury pour ce prix qui revêt pour moi une dimension toute particulière. Car ce livre porte en lui les voix des victimes d'une tragédie si longtemps ignorée, déniée, éloignée de notre monde au nom d'un exotisme teinté de mépris. Aujourd'hui, c'est à ces mots empreints d'une terrifiante beauté, couchés sur le papier avec une douloureuse obstination par les orphelins et les orphelines, que vous donnez un prix, que vous accordez une valeur historique pour dire, pour comprendre un peu mieux l'ultime tentative d'extermination exhaustive d'un groupe humain de notre tragique XXe siècle, celle des Tutsis du Rwanda. Vous savez toute l'attention que prêtait Pierre Laffut à la jeunesse. Ici, ce soir, son legs rencontre des enfances brisées, anéanties, abîmées à jamais, celles qui peuplent le récit d'un monde littéralement renversé, où les normes sociales, les valeurs culturelles, puis le souvenir des gestes de bonté et de la foi célébrée en commun furent foulés aux pieds par des tueurs résolus à faire advenir un Rwanda définitivement purifié de la présence des Tutsis. Ce livre est construit à partir des voix de celles et de ceux qui eurent le courage de raconter leur nuit, celles qu'ils traversèrent d'avril à juillet 1994 et que seuls pouvaient dire. Cachés dans les brousses, ensevelis sous les cadavres dans les églises, terrés dans l'épaisseur étouffante des marais, ils furent les témoins de l'inventivité cruelle des tueurs, de leur volonté d'humilier, d'avilir leurs pères, leurs mères, leurs sœurs, leurs frères, leurs oncles, leurs tantes, leurs grands-parents. Pour eux, le monde des adultes est devenu impuissant à les protéger et s'est transformé en menace mortelle. Avec chacun des récits se dévoile le cœur de toute politique génocide, c'est-à-dire l'éradication d'un groupe par le meurtre systématique de ses enfants, de sa descendance. La rupture de la filiation, son saccage, devrait-on préciser ici, tant les corps des femmes et des fillettes firent l'objet d'atteintes cruelles particulières, constitue l'empreinte spécifique de tout génocide. L'enfance représente bien la cible privilégiée des tueurs. Et ces cahiers, rédigés un jour d'avril 2006, constituent donc des archives survivantes. Et c'est ici leur valeur première. Puis viennent les mots, les phrases entrecoupées par l'expression de la douleur, par la crainte chevillée à chacune de ces milliers de pages de ne pas être crue, par un monde indifférent. Celui-là même qui, en 1994, laissa se dérouler le génocide dans un huis clos terrifiant. Et pourtant, l'écriture de ces orphelins et de ces orphelines défie le sens commun qui renvoie si souvent ces expériences extrêmes de déréliction à un hors-lieu du pensable et du dissible. Se confronter au récit de ces enfants,
Consentir à accueillir l'intensité de leurs mots, c'est précisément renoncer à l'impuissance politique et intellectuelle à laquelle condamne le postulat de l'indicible. Les orphelins et les orphelines, comme tant d'autres survivants du génocide des Tutsis, ont puisé la force de dire, de poser des mots sur le mal absolu, qui, sous leur plume, n'épouse jamais les traits d'un mal majuscule, abstrait. Le mal dont les contours si terriblement concrets se dessinent au fil des textes revêt le visage des édiles locaux, des miliciens Interahamwe, des prêtres, des voisins. Il s'incarne dans la cruauté inouïe infligée aux êtres chers au nom d'un imaginaire raciste venu de loin. Il s'organise minutieusement à travers la mobilisation de l'État et des voisinages pour accroître l'efficacité de l'extermination. C'est donc avec ces voix que j'ai écrit ce livre, avec elles, toujours, en évitant le surplomb rassurant du commentaire savant. Car les cahiers ne sont pas réductibles à une source, à un corpus archivistique, à un matériau. Ils sont autant de linceuls de papier. Au creux des pages s'écrivait certes avec une terrible précision l'histoire du génocide des Tutsis, mais s'exprimait aussi l'immensité du deuil dans l'intimité des prises d'écriture subjectives. Je vais raconter ma vie, et peut-être vais-je reposer un peu mon cœur si quelqu'un sait ce que j'ai vécu, écrit un jeune garçon âgé de 6 ans en 1994. Ce désir d'être entendu, de laisser une trace des vies abolies, si souvent exprimée par les orphelins et les orphelines, obligeait l'historienne. Ce livre propose donc une histoire du génocide des Tutsis, tissée depuis la trame de ces écritures singulières d'une expérience collective, permettant, je l'espère, de comprendre un peu moins mal cet événement majeur de notre XXe siècle et son irradiation infinie sur les existences individuelles. Et ce labeur patient pour faire advenir un récit historique par la voix des survivants et des survivantes nécessitait à son tour d'être reçu, compris, avec toute sa charge de violence et les puissants affects qu'elle provoquait. Sans la générosité sensible de Clémentine Vidal-Naquet, qui a porté l'écriture de ce livre avant de l'accueillir dans sa collection aux éditions La Découverte, il n'aurait tout simplement pas vu le jour. Et je tiens à lui exprimer ici mon infinie gratitude, ainsi qu'aux éditions La Découverte. Au moment de conclure son récit, un autre jeune rescapé écrit « Merci, c'était votre orphelin sans adresse. Nous avons un profond chagrin qui ne nous quitte jamais. Je vous demande en disant, comme vous avez pu nous demander ce témoignage, lisez-le et relisez-le. Peut-être que cela deviendra un exemple pour nos enfants et pour les étrangers. Que cela soit écrit dans les livres d'histoire. » En Kinyarwanda, il existe un terme profond pour exprimer la dignité, ubumuntu. En 1994, les tueurs en ont si cruellement dépouillé les victimes. Alors aujourd'hui, avec ce prix que je dédie à toutes celles et tous ceux qui eurent le courage de raconter leur nuit infinie du génocide, peut-être pouvons-nous espérer leur restituer, ne serait-ce qu'un peu, ubumuntu, leur dignité, leur humanité. Je vous remercie. Je voudrais que les administrateurs et les membres du jury nous rejoignent. C'est un moment particulièrement émouvant et très fort. Françoise, Pascal, Thierry.
Eh bien, au terme de cette cérémonie, de ce moment particulièrement émouvant, je remets, au nom de la Fondation Pierre Laffut, de ses administrateurs, de ses membres du jury qui nous accompagnent, donc le diplôme de lauréate à Hélène Dumas pour Sans ciel ni terre, dont elle vient de nous parler avec autant d'émotion et de talent. Nous sommes confinés, donc cette cérémonie s'arrête là. Et je remercie tous ceux qui ont assisté avec nous ou à travers leurs écrans. Et je leur dis à l'année prochaine, le 46e prix qui sera présenté par Madame Dumas. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'était un plaisir pour nous tous.